Les rêves prennent forme lorsque nos ambitions rencontrent une méthode capable de les ancrer dans la réalité. Après avoir cartographié pour mieux voir et analysé pour mieux comprendre, vient l'étape naturelle mais cruciale, agir. Toujours avec discernement, méthode et l'ambition de viser la qualité sans sacrifier nos batteries. Ce troisième pilier vous invite à mettre en œuvre des actions ciblées, réalistes, en avançant au bon rythme avec les bons outils pour des résultats durables. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Modern Entrepreneur, le podcast qui se veut une plateforme d'inspiration, de motivation et de ressources pour tous les créateurs de valeur, celles et ceux qui souhaitent faire évoluer, voire révolutionner leur vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Et j'en suis convaincue, la posture entrepreneuriale est source d'épanouissement dans tous les domaines de vie, car elle induit responsabilité et mise en action, par opposition au statut de victime. C'est donc notre carte maîtresse en ce 21e siècle pour aller vers plus d'indépendance. Donc nous voici à l'étape décisive, celle du passage à l'action. Ce troisième pilier, agir, marque l'entrée dans une dynamique concrète, efficace et durable. Concrète car elle s'ancre dans le réel, efficace car elle vise la performance utile, pas l'agitation, durable car elle cherche la continuité, l'optimisation et le confort sur le long terme. Pour atteindre ces trois dimensions, il ne suffit pas de faire, il faut structurer. Il s'agit de construire un système d'exécution qui est aligné avec vos objectifs, respectueux de votre énergie et conçu pour générer des résultats durables. Les outils donc, que nous allons explorer dans ce chapitre sont là pour vous y aider. Ils soutiennent votre capacité à observer la réalité, calibrer vos actions, prioriser vos efforts, structurer vos démarches, fluidifier votre exécution et stabiliser vos résultats. C'est au total 7 outils qui vous seront présentés dans un ordre logique et progressif. Parmi eux, 3 proviennent du Lean Management. Le Gemba Walk pour aller voir sur le terrain, le SMED pour réduire les temps de transition et le Takt Time pour rythmer la production de manière soutenable. Les 4 autres outils relèvent de la gestion du temps et des priorités personnelles pour vous permettre de mieux piloter vos ressources au quotidien. Donc commençons avec le Gemba Walk. Allez voir sur le terrain pour observer la réalité. Le mot Gemba signifie le vrai lieu en japonais, c'est-à-dire l'endroit où les choses se passent réellement. Le terrain, la scène du crime, l'atelier ou encore l'arrière-boutique. Dans une entreprise de service, ce sera le bureau, le point de contact client ou même l'écran d'un utilisateur. Chez vous, chez nous, dans la maison, cela peut être l'espace de travail, la cuisine ou l'agenda. Le Gemba Walk consiste à aller observer ce qui se passe là où l'action se déroule, au lieu de se fier uniquement aux tableaux de bord, aux comptes rendus ou aux impressions à distance. Donc le Gemba Walk est une pratique essentielle à intégrer, car souvent, trop souvent, les décisions sont prises depuis le confort d'un bureau, d'un siège social, loin des réalités du terrain. Donc, ce qui a pour résultat, en fait, des décisions et des actions qui sont déconnectées, mal calibrées et parfois contre-productives. Par exemple, lorsqu'on voit les politiques en charge du transport ou de l'organisation du territoire qui ne savent pas combien coûte un ticket de métro, ça nous fait rire, hein. On se dit qu'avant de venir parler du sujet à la télévision, ils auraient mieux fait d'aller voir au guichet au lieu de rester dans le confort de leur berline. Eh bien, c'est pareil lorsqu'un directeur ne comprend pas l'organisation de son service et des processus de réalisation de produits auxquels est soumise son équipe. Donc, intégrer le Gemba Walk dans sa routine, c'est sortir de sa zone de confort ou de sa bulle stratégique pour reconnecter cette décision à la réalité du terrain. Le Gemba Walk, ça permet, lorsqu'on est sur le terrain, de pouvoir dialoguer en direct avec les équipes, de pouvoir détecter les déviations entre ce qui est prévu et ce qui se passe réellement,
Également observer les obstacles concrets, matériels, humains ou organisationnels. Et puis on peut mieux comprendre les enjeux, les ressentis et les dynamiques humaines. Donc une application professionnelle, si par exemple vous êtes manager, il s'agit de visiter régulièrement les postes de travail clés pour comprendre les freins rencontrés par les opérateurs. Si vous travaillez avec des sous-traitants qui produisent vos produits ou des assembleurs, peut-être vous déplacez tous les 1 à 2 mois pour voir comment sont réellement produits, stockés ou livrés vos biens. Si vous êtes dirigeant, peut-être observer les conditions de sécurité, l'état des équipements, l'ambiance d'équipe, et de discuter avec tous les niveaux hiérarchiques, tous les niveaux de collaborateurs, ce qui vous permet de gagner une vision plus globale et plus juste. J'ai moi-même eu la chance, au cours de ma carrière, d'avoir eu des managers qui m'ont envoyé sur le terrain, donc très tôt, même quand j'étais stagiaire, en site de production, pour que je puisse comprendre les enjeux liés à mon travail. Donc les déplacements peuvent, c'est vrai, parfois bousculer notre quotidien, notre organisation, car justement on sort de nos habitudes, on perd nos repères, mais en contrepartie, on gagne en clarté, en savoir et en compétences. Une application personnelle, j'aime bien l'exemple de ceux qui font construire une maison dans leur pays d'origine. Et là, je me dis qu'il peut être sympa, voire intelligent, d'aller sur place, sur le terrain, donc, observer soi-même ce qui se passe concrètement. Le fait de montrer sa présence, ça permet d'assurer que déjà que nos exigences sont prises en compte et qu'il n'y a que peu de décalage entre le prévu et la réalité. Bon, là, vous pouvez sans doute me dire que oui, bon, le budget pour pouvoir faire tous ces allers-retours, ça peut être important. Ce qui est vrai. Mais je répondrai que c'est un peu comme prendre une assurance tout risque. Quelquefois, peut-être, il vaut mieux dépenser un peu plus que de perdre 100%, 110%, voire 150% quelquefois. Autre exemple, on peut aussi mentionner les enfants. Quand ils sont petits, peut-être contrôler de temps en temps qu'ils sont gérés comme il faut. Et quand ces mêmes enfants deviennent grands, contrôlez aussi qu'ils font mieux que la télé en notre absence, la télé ou autre chose. Également, si vous avez une location courte durée, peut-être passer après l'heure de ménage. Si vous avez un nouveau lieu d'habitation en tête, revenez faire un tour à différentes heures pour voir les différentes facettes du coin. Donc voilà, donc vous pouvez voir globalement les bénéfices du Gemba Walk. Pour les équipes, il y a de la valorisation, on est vu, on est écouté, donc un engagement plus accru. Pour le management, on prend des décisions plus pertinentes et ça renforce le leadership également. Pour l'organisation, c'est une amélioration continue réelle qui renforce la qualité, la satisfaction client et une meilleure rentabilité. Deuxième outil, le takt time. Trouver le bon rythme. Donc une fois le terrain observé avec le Gemba, on peut réfléchir au bon tempo pour chaque activité. Le takt time permet d'agir de manière productive et durable, car il synchronise le rythme de la production ou action avec la demande réelle. Il doit être soutenable, ce rythme. Le rythme doit être soutenable et réaliste afin d'éviter les sous-productions, les à-coups. Une image du takt time que j'aime bien, ça peut être le tapis roulant. Vous pouvez avoir une première vision qui est hyper speed, qui oblige tout le monde à courir plus vite que leur capacité, et on finit dans un bordel immense, et le client peut-être qui revient avec le produit, car vite fait, mal fait. Ou alors, deuxième vision, donc le tapis qui est trop lent, où on s'ennuie, et puis on regarde ailleurs, et puis on voudrait faire autre chose, et le client qui attend là, de manière exaspérée, les bras croisés, il attend que son produit soit disponible. Donc le takt time permet de répondre à la question
Quel est le rythme nécessaire pour répondre à une demande dans un temps donné? Dans la vie courante, c'est aussi trouver le bon tempo pour avancer sans surchauffe. Ce rythme idéal peut être formulé simplement, en fait, c'est souvent le temps disponible divisé par le nombre de tâches, le nombre d'unités à produire. Donc, un exemple professionnel, si vous avez un client doit traiter 100 demandes par jour en 8 heures pour un client, ça donne en fait, on a 8 heures fois 60 minutes divisé par 100 demandes ou dossiers. Donc, ce qui fait un takt time de 4,8 minutes par demande. Si on considère que ce temps ne nous permet pas de livrer de la qualité, peut-être qu'on va envisager d'embaucher du personnel, des intérimaires, etc. Au niveau personnel, si on a 3 heures le dimanche pour pouvoir gérer ménage, repas, préparation de la semaine, on peut répartir ces différentes tâches par des blocs d'une heure ou de 30 minutes maximum par tâche pour pouvoir éviter la panique en fin de journée. Donc voilà, donc bien calibrer son takt time, c'est travailler à un rythme soutenable, réaliste, fluide, adapté à la cadence du marché, ce qui garantit une gestion durable des ressources et de son énergie. Troisième outil, la matrice d'Eisenhower. Donc maintenant qu'on connaît le rythme attendu ou voulu, on va pouvoir trier l'urgent de l'important pour clarifier les priorités, éviter l'agitation et l'improvisation. La matrice d'Eisenhower, c'est une méthode qui aide à classer les tâches selon 2 critères ou 2 axes. Premier critère, l'urgence. Les 2 critères, c'est l'urgence et l'importance. Donc, premier critère, au premier axe, l'urgence. Il répond à la question, faut-il le faire tout de suite? Donc, c'est la notion de délai court, de pression. On peut avoir l'exemple des impôts, on vient de finir. Les impôts, des livraisons ou des retraits à assurer avant telle ou telle heure, la sortie d'école des enfants. L'axe important, est-ce que cela a un impact significatif sur vos objectifs ou votre personne ou vos projets? Donc ici, on pense plutôt valeur ajoutée. Par exemple, je vais rencontrer un tel qui peut faire une différence au niveau de ma carrière. Je vais participer à telle conférence, networking, un rendez-vous médical avec un spécialiste, une formation qui peut m'apporter des compétences. Donc pour utiliser cette matrice d'Eisenhower, il suffit vous pouvez prendre votre agenda, passer les différentes tâches de votre agenda, s'il y a des tâches récurrentes, etc. Et trier ensuite suivant 4 critères ou types de tâches. Vous pouvez également, il est recommandé d'utiliser des codes couleurs qui vont permettre de mieux distinguer les différentes catégories. Donc, première catégorie ou premier axe, les actions urgentes et importantes. Donc là, c'est à traiter maintenant, donc c'est la couleur rouge. Ce sont des cas de crise liés à des échéances critiques. Donc là, on n'a pas intérêt à s'y soustraire car les conséquences pourraient être graves. Donc typiquement, tout ce qui peut engendrer des frais, des majorations, des peines, c'est par exemple le crédit ou le crédit de la maison ou l'hypothèque. Voilà. Si ce n'est pas assumé, ça peut entraîner la perte de la propriété. Donc si c'est notre loyer, on peut se retrouver à la rue, ce genre de choses. Ou encore, moins drôle, c'est vraiment la vision de l'otage. Il faut payer la rançon maintenant. Deuxième axe qui est important, mais pas urgent. Donc là, c'est à planifier. On peut avoir ça en orange. Il n'y a pas la notion de gravité, mais on pourrait passer à côté d'une belle occasion d'améliorer les choses ou d'éviter des contraintes. Donc là, on est plus ici dans la notion de stratégie. On a le temps. Il peut être question d'alliance, de lobbying, de fusion-acquisition. Par exemple, vous visez un poste très haut dans une entreprise ou dans la haute administration. Il faut travailler non seulement la posture et assurer que vous avez les connaissances, compétences, mais aussi le relationnel pour
obtenir les votes, les soutiens qui vous permettront d'atteindre ce poste dans peut-être des mois ou voire des années. Donc, il sera important d'être présent à certains événements, de faire certaines actions et d'être en bon terme avec certaines personnes. Je soulignerai que se rappeler des anniversaires peut être aussi très important au niveau relationnel. Troisième axe, urgent mais pas important, donc là en jaune. Donc là, c'est les demandes pressantes en provenance des autres. Il n'y a pas de grave impact, donc c'est des choses qu'on peut déléguer. Donc ce sont type interruption, donc je dis les demandes, voilà, qu'on peut peut-être négocier ou replanifier dans le temps, ou si on a quelqu'un à côté, pourquoi pas lui donner la tâche à faire. Quatrième axe, ce qui est ni urgent ni important. Donc là, c'est ce qu'on peut remettre à plus tard, donc ça c'est vert, ce qu'on peut remettre à plus tard ou ce qu'on peut éliminer. Donc on est dans le champ de la distraction, des réunions qui ne nous concernent pas vraiment, des conversations périphériques et des réseaux sociaux. Donc voilà, donc avec cette organisation, ces 4 axes, plus les codes couleurs, en un clin d'œil, on peut voir ce qui est déterminant ou pas pour nous. Donc voilà, c'est un tri qu'on peut faire chaque semaine ou chaque jour pour désengorger notre to-do list afin de gagner en clarté, priorisation et sérénité. Quatrième outil, le time blocking pour protéger son temps et aussi planifier selon la valeur. Donc après avoir fait la matrice d'Eisenhower, maintenant vous savez ce qui est prioritaire pour vous. Donc il s'agit de bloquer l'espace pour assurer la réalisation de vos projets en garantissant les plages horaires dans votre agenda, mais également votre disponibilité mentale. Il faut voir le time blocking comme un outil de discipline, un outil qui permet de rester focalisé sur vos plans, ce qui est important pour vous. Des urgences, des impromptus, il y en aura toujours, ça peut toujours tomber. Mais si vous maîtrisez ce que j'appellerais le non négociable, votre non négociable, vous allez suivre votre plan à la lettre. Donc vous pouvez en amont définir les cas d'urgence qui autorisent une déviation de votre plan. Donc ce sont les cas, ce qu'on nous disait en cours de droit, irrésistibles, insurmontables, type catastrophe naturelle ou accident. Bon, on n'est pas obligé d'aller jusque-là, ça peut être un peu plus light. C'est à vous de définir ce type de caractéristiques, mais une fois que vous les avez définies, en dehors de ces cas, si vous avez défini, je ne sais pas moi, que vous avez besoin d'aller chez le kiné parce que vous avez des renforcements musculaires importants à faire pour votre santé, ou si vous avez dit que le sport c'était important pour vous par rapport aussi à votre santé, il n'est pas question de sortir, de se battre à 18h pour savoir si on sort finalement ou pas, parce que le boss est là et que, non. Donc appliquer le time blocking, c'est aussi renforcer son mental ou ses tripes. C'est aussi ne pas laisser son mental se submerger, être submergé par les problèmes du monde. Si dans 30 minutes, j'ai un pitch hyper convaincant à faire, donc moi je dois rester convaincu, donc je ne vais pas me laisser perturber par le reste. Donc il peut tout à fait s'agir de bloquer 2 heures du temps le lundi matin pour travailler sur vos projets sans interruption, démarcher un client ou encore de couper son téléphone à partir de 21h pour pouvoir vraiment se mettre en pause. Donc ce que vous gagnez avec le time blocking, c'est moins de dispersion, plus de concentration et une meilleure maîtrise de votre temps. Cinquième outil, le batching et le monotâche, donc qui sont 2 tâches, pour structurer votre action. Donc une fois les plages de travail définies, vous pouvez les rendre encore plus efficaces en regroupant les tâches similaires. Donc le batching, c'est le regroupement pour une meilleure concentration et éviter de passer du coq à l'âne.
ou encore les allers-retours physiques ou mentaux. Le monotâche, donc par opposition au multitâche, c'est faire une seule chose à la fois, mais pleinement. Donc avec ces deux techniques, vous pouvez gagner en synergie et en rapidité. Par exemple, vous prévoyez un déplacement dans une zone, vous pouvez en profiter pour mapper, identifier toutes les opportunités d'action que cet environnement vous offre. Un exemple monotâche, c'est faire une session de 45 minutes où vous vous concentrez sur vos mails et vous faites que ça, répondre à vos mails en une seule fois. Un exemple batching ou regroupement, vous sortez du sport et vous repérez un magasin où vous pouvez faire vos courses avant de rentrer, ou encore mieux, des plats emportés. Donc vous gagnez en rythme, en efficacité et moins de fatigue mentale. 6e outil, le SMED. Donc toujours dans la lignée du batching et du monotâche, le SMED, il permet de réduire le temps de transition d'une opération à une autre pour encore plus de fluidité. Donc, le principe du SMED, Single Minute Exchange of Die, ou changement rapide d'outillage, ça vise à réduire le temps de changement de série sur les chaînes de production. Un des meilleurs exemples pour illustrer le SMED, c'est aussi la Formule 1. L'arrêt au stand de Formule 1 reste dans cette logique de changement de série à la production. Chaque seconde compte et seule la préparation, la coordination et la méthode permettent d'aller plus vite sans casse. Donc un arrêt au stand, ça doit durer le moins de temps possible pour pouvoir maximiser la performance globale. L'équipe donc qui attend pendant que la voiture tourne, l'équipe elle n'attend pas, elle prépare chaque outil, chaque geste avant l'arrivée de la voiture. Donc dans une entreprise, cela correspond à préparer les matières premières, les documents, les réglages, etc. avant l'arrêt de la machine. Donc chaque technicien connaît parfaitement son rôle, son timing et ses mouvements. Donc il n'y a aucun geste superflu. Les opérations de changement sont standardisées, documentées, synchronisées. Donc ce qu'on vise avec le SMED, c'est passer par exemple d'un arrêt de 6 secondes à 2,1 secondes sur le stand, ce qui peut faire la différence pour la victoire d'un Grand Prix. Tout comme passer de 2 heures de changement de série à 10 minutes, au niveau de la productivité, ça a son impact et la réduction des coûts également. Donc voilà, vous l'aurez compris, dans le SMED, il y a une forte notion de préparation, organisation et anticipation. Donc cela peut impliquer en amont de filmer les actions, de les synchroniser, de séparer les tâches. D'autres exemples du SMED, c'est le restaurant qui prépare en avance les ingrédients pour accélérer la mise en place des plats. Préparer les documents en amont pour une réunion afin d'éviter de perdre de temps le matin. C'est aussi, par exemple, trouver un maximum de relais autour de son domicile, par exemple 2,5 km ou moins encore. J'habite là, donc à côté, j'ai mon médecin, mon ostéo, ma crèche, ma salle de sport, ma supérette, mon masseur. Donc voilà, et l'impact, plus de fluidité, moins d'interruptions, moins de stress. 7e outil, donc là aussi qui est double, checklist et routine, pour fiabiliser le temps. Donc là, on a repéré ce qui fonctionne bien. On a écrit les procédures, on les a standardisées pour ne pas tout recommencer à zéro. Donc c'est le socle de la stabilité et de la durabilité. On repère un truc, un enchaînement d'actions qui marche bien, qui fonctionne bien, on le standardise. Donc une personne qui arrive dans l'entreprise, elle va juste récupérer le standard pour pouvoir agir. Et bien sûr, en fait, le document peut être en amélioration à chaque fois que quelqu'un voit une erreur ou quelque chose de manquant. Donc ce qu'on gagne, du temps, on fait moins d'erreurs parce qu'on répète sans vraiment réfléchir. Donc voilà ce que j'avais à vous partager concernant ce 3e pilier, agir, de notre thème, l'amélioration continue au service de votre productivité. J'espère que cette série a été nourrissante pour vous et que les éléments des piliers 1, 2, 3 vous sont et vous seront utiles aussi bien dans votre quotidien professionnel que personnel.
Donc n'hésitez pas à me partager ce que vous utilisez, ce qui vous apporte le plus, vos découvertes. Retenons simplement qu'une bonne organisation, donc c'est pas juste un enchaînement de tâches, mais c'est surtout créer un système intelligent, durable au service de nos priorités. En lecture, bien sûr, je vous recommande Getting Things Done ou Faire avancer les choses de David Allen. Donc dans ce livre, donc c'est une méthode d'organisation personnelle puissante qui est basée sur l'action concrète, la planification, les checklists, la revue régulière. Donc ça reprend plusieurs outils qu'on a déjà évoqués dans ce podcast, comme le time blocking, batching, routine, les revues. Idéal pour aider à structurer des méthodes de production réalistes et durables. Donc voilà, conclusion, on y gagne en clarté, en focus, en stabilité, en progression. Donc, la productivité, donc c'est pas un sprint, donc on l'aura compris maintenant, mais une stratégie délibérée qui peut s'améliorer chaque jour. L'outil clé, c'est vous, c'est nous. Les outils du lean management sont souvent associés à l'industrie, mais ce sont avant tout des outils de bon sens, je trouve. Donc appliqués à votre quotidien, à notre quotidien, ils nous permettent de voir clair, de comprendre profondément et d'agir avec impact. Donc voilà, je vous remercie pour vos likes, pour votre présence déjà, merci, et pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Merci à vous.